partagez. On le sait, général, ce sont les moments les plus, j'ai envie de dire, pour ne pas être redondant, mais pour montrer la difficulté, les pires moments de votre vie. Vous pourrez certainement, avec beaucoup de courage et de force, nous relater les conditions dans lesquelles maman Tatiana est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où tout est parti? La vie est bizarre. Et cette épreuve t'amène à comprendre que la vie est courte. Personne n'a le contrôle sur son lendemain. D'où la nécessité de s'aimer, la nécessité de se pardonner, la nécessité de réussir sa vie et la nécessité d'avoir Jésus dans sa vie. Ces 4 éléments sont fondamentaux. Si ma femme était partie malheureuse, pauvre et ayant échoué sa vie, si j'étais un tout petit pasteur, abandonné à ni sans quoi, avec peut-être 30 membres, 15 chômeurs et 15 débrouillards, personne ne me poserait la question que vous m'avez posée. Personne. C'est la preuve. Et pour cela, j'ai dit merci à Dieu éternellement de nous avoir permis d'atteindre le sommet. Voyez-vous, le décès de ma femme, comme je le dis et comme me le disait Charles Blé Goudé, n'est pas un spectacle. C'est moi qui ressens la douleur de la perte de ma femme. J'ai perdu ma femme. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une amie, une copine. Non, 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 non. Ma moitié est partie. Il y a 2 ans, ma femme a eu 4 enfants. Et elle se plaignait d'une douleur là. Juste là. Elle dit, je sens comme une boule ici. Quand je touche, c'est dur. Elle dit, bon, on va prier. Au-dessus de l'abdomen? Justement. Donc, elle sent une boule là. Un truc qui est là. Vous savez, dans la Bible, même Paul souffrait d'une maladie. Moi, quand vous regardez ma main, quand je plie, je n'arrive pas à toucher là. Pourtant, là, je touche. Mais là, je n'arrive pas. Je fais toutes sortes d'efforts, mais je n'arrive pas. Parce que tout simplement, étant jeune, dans une bagarre, ma main s'est déplacée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le pouce. Voilà. Le pouce est un peu déformé que celui-là. Donc, souvent, on me dit qu'il faut une opération pour essayer de remettre, voilà, de replacer tout et tout. Donc, c'est quelque chose avec lequel je vis. Ça ne me fait pas. Souvent, ça se bloque un peu. Il suffit juste de tirer et autres, puis ça fonctionne. Donc, elle se plaignait. Donc, l'année dernière, je lui ai dit, bon, comme on est en France, on va voir un médecin. Il va essayer de voir. Donc, nous sommes à Drancy, elle trouve un hôpital, elle y va. Avec notre secrétaire Louise Dreux de la France. Elle revient et dit, bon, le médecin dit, c'est pas grande chose, que c'est juste de la saleté qui remonte et autres. Donc, il a prescrit des médicaments, elle achetait, prenait les médicaments. C'est pas quelque chose qui lui fait mal en permanence. D'accord. Peut-être 1 fois ou 2 fois dans l'année, elle va se dire, je sens une douleur là, ça me fatigue, j'ai mal. Et autres. C'est pas une douleur aussi qui l'empêche de marcher, mais elle a mal, est-ce qu'on doit l'hospitaliser? Non. Mais c'est quelque chose, Joe, quelque chose qui n'est pas normal. C'est cela, elle sent qu'il y a quelque chose d'anormal dans donc, son corps. Même si ça ne la rend pas invalide, voilà. Il y a une gêne. Ça peut, on ne sait pas qu'est-ce qui peut engendrer, ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut arriver après. Cela, ouais. Bon, il ne faut pas tuer le matin, peut-être ça explose, mais il y a quelque chose. Maman, prends les médicaments. Bon, on revient de Paris. Il y a le décès de son oncle qui l'a pratiquement élevé, on peut dire son papa. Elle s'est dit, bon, on va faire les funérailles. Donc, elles font les funérailles hautes. Je me rends à la veillée à Yopougon, après notre croisade au niveau de Port-Boué. Et 2-3 jours plus tard, elle me reparle, elle dit, j'ai mal. Cette fois-ci, j'ai beaucoup mal. Juste après le funérail, elle dit, je n'arrive. Même quand elle arrive dans notre 2e appartement, elle n'arrive pas à marcher les escaliers, elle dit, j'ai mal. J'ai dit, on est en masse. Tu as mal. Comme on va à Paris, vaut mieux faire tous les bilans de santé, les examens, les échographies, donc tu as tous les papiers. Et quand on arrive à Paris, on va les présenter à un médecin qui va faire une contre-expertise pour savoir si ça nécessite soit une intervention chirurgicale,
ou bien s'il y a un autre traitement qu'il faut avoir. Donc, voici comment mon épouse se rend au CHU de Angré, le nouveau CHU, parce qu'il est très bien équipé, autre. Elle va faire toutes les radios, tout. On a nos billets d'avion, tout. On devait voyager un dimanche. Et j'ai dit non, mettons mercredi, parce que je voyais les histoires de coronavirus. On commence à parler de peut-être confinement. Notre événement, on avait parlé de rassemblement de moins de 1000 personnes. Donc nous, ça tenait toujours parce qu'on s'est dit on allait limiter à 1000. Et puis le samedi ou dimanche, on dit plus de rassemblement de plus de 50 personnes, je crois. J'ai dit à mon épouse, ça ne sert à rien qu'on parte à Paris. Donc, annulons le vol, on remet le vol en mai, et puis on attend, on a le temps de se reposer, ça même pour une aubaine de nous reposer. Mon épouse me dit, bon, le médecin me dit que le truc c'est une hernie de la ligne blanche, mais c'est pas un truc compliqué. Une hernie de la ligne blanche. C'est pas un truc. D'abord, le premier thème c'était hernie de la ligne droite, genre on croyait, on avait vu que sur les papiers c'était hernie de la ligne blanche. Bon, c'est pas un truc compliqué, c'est un truc qu'on peut faire même ici, tout. Donc elle cherche à me convaincre, oh, maman. Donc ils disent quoi? Ils disent non, qu'il y a des bonnes cliniques ici, telles que Avicenne, où on peut prendre le soin de faire l'opération. D'accord. Moi et les hôpitaux, c'est deux mondes totalement différents, parce que moi, je ne vais jamais dans les hôpitaux. En 19 ans de mariage, c'est peut-être les perfusions qu'on fait chez moi à la maison. Quand je finis une croisade, je suis très fatigué pour que le palu ne vienne pas se mêler. Donc, on n'est pas des hommes d'hôpitaux. Mes enfants n'y vont jamais autre. La grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu veille autre. Donc, je dis, bon, au moins, comme c'est toi, c'est ton corps. C'est ça. Maman, il faut aller voir. Si la clinique répond à tous les critères, vraiment, parce qu'il y a clinique et puis il y a clinique, il faut aller voir. Elle est allée, elle avait dit, ah papa, vraiment, il y a même des Occidentaux qui travaillent dans une clinique internationale. Je pense que c'est bien. Donc, dimanche, on fait un direct qui a été rediffusé le jeudi. Donc, j'avais appris que certaines personnes disaient que mon épouse s'est fait opérer, elle a fait un direct le jeudi. Non. C'est ce qu'on a fait le dimanche, qu'on a fait repasser le jeudi, parce que j'ai toute une régie de télé, donc on peut faire la rediffusion autant qu'on veut. Donc, elle devait se faire opérer le mardi. Donc, lundi, j'essaie de la dissuader en l'amenant une note vocale pour dire, maman, l'État de Côte d'Ivoire est en train de parler de couvre-feu. Peut-être qu'on fait confinement. Tu fais ton opération et puis on est en confinement. C'est ça. Il n'y a pas de servante pour préparer, il n'y a personne. On fait comment? Moi, il ne s'est pas préparé. Donc, essaie d'attendre, Camille, je vais faire en même temps, ça va finir. Même s'il y a problème, on va demander à une infirmière de venir à la maison, faire les différents soins autres. Donc, mercredi, quand ma femme va à l'hôpital, je n'aime pas l'accompagner parce que tu es une personne publique. Tu arrives à l'hôpital, tout le monde commence à voilà, tout le monde est regardé. On s'est dit, il faut faire un truc d'une telle indiscrétion. Voilà. Tout de suite, on te filme, on te haute, on te prend en photo. Voilà. Bon, beaucoup de gens ne sont pas assez intelligents. Et pour eux, ils se disent qu'un homme de Dieu ne doit jamais mal à l'hôpital, ne doit jamais tomber malade, ou peut-être ne doit jamais mourir. Donc, j'ai dit à mon épouse, bon, va avec sa nièce qui a 26 ans maintenant, bon, qui a 2 enfants, bon, accompagne votre maman. Et autres aussi, je prie que tout se passe bien. Même les histoires, quand ma femme doit accoucher, j'y vais jamais. Parce que je suis tellement peureux des hôpitaux, je préfère être dans le coin en train de prier. Puis qu'on me dit, allô, ça s'est bien passé, gloire à Dieu, je cours maintenant pour y venir. Donc, mercredi, il dit pas, donc j'appelle automatiquement. C'est le neveu qui décroche. Il me dit, ah, maman a oublié son téléphone, je vais à l'hôpital pour lui remettre. Donc, sa nièce y est, le neveu va la rejoindre. C'est-à-dire les enfants de sa grande sœur. Donc, la famille maternelle. Vers 11h, la nièce m'appelle, me dit, papa, tout s'est bien passé, elle est en salle de réveil. Aux environs de 2 heures après, elle m'appelle, me dit, bon, tout va bien, autre, tu n'as pas à t'inquiéter. Elle me dit même, tu avais même peur pourquoi? Tu avais peur pour rien. Je vais me reposer, je suis très fatigué et j'ai beaucoup mal. On va me donner des antidouleurs. Demain, viens avec les enfants. Donc je finis un direct sur coronavirus aux environs de midi, fini à 14h. Je passe prendre tous les enfants. On s'y rend, on fait même une belle photo de famille. Là-bas est haute, on arrive, elle est souriante, elle est contente. Ils lui ont mis une sonde pour les différents déchets, urine et autres. Elle est bien. Je lui demande comment ça va. Elle dit ça va, elle est un peu mal, elle a un peu de vertige. Mais ça va, elle sent l'effet des médicaments parce que ma femme n'aime pas trop les médicaments et autres. Elle me dit ça va et autres, les enfants sont contents. La deuxième est un peu timide et autres, on la taquine, on fait même un truc sur Instagram.
une vidéo sur Instagram, on est tous heureux. Et puis à 18h, on laisse maman se reposer, puisqu'elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer. J'entre le soir, vers 21h, je l'appelle encore par vidéo, parce que je veux faire un appel vidéo, comment tu vas et autres. Elle me dit non, rappelle-moi, parce que les infirmiers sont venus me faire une antidouleur, parce que j'ai un peu mal. Donc après, elle me rappelle, elle me dit bon, ils ont fini et autres. Et elle me dit quelque chose qui me, aujourd'hui, quand j'y pense, ça ne me blesse pas le cœur, mais ça me rend un peu triste, en même temps heureux. Elle me dit, quand on devait m'opérer sur le lit, je me rends compte de combien de fois je t'aime. Ah oui. Donc moi je me mets à rire et dire, ah, c'est maintenant, non, c'est maintenant que tu te rends compte. C'est quand c'est chaud. Et quand c'est chaud que tu te rends compte. Elle dit, non, Camille, je tenais à te le dire vraiment. Elle était sérieuse. Je suis sérieuse, je t'aime de tout mon cœur. Et je suis heureuse parce que tu as changé. Ce mot-là. Parce que j'ai été un mari aussi difficile. Parce que je voulais que ma femme soit dure comme je suis dure, qu'elle soit une moudjahidine guerrière. Ce n'est pas son tempérament. Ça, ouais. Donc j'ai constaté que j'ai tenté de la... Voilà. Donc j'ai constaté que j'ai tenté de la rendre malheureuse. Donc j'ai accepté ma femme telle qu'elle était. Nos dernières années, je l'ai acceptée telle qu'elle était. Ma femme, si elle est, comme on appelle ça, naïve, elle fait confiance facilement, c'est ma femme. Donc je l'ai acceptée telle qu'elle est, elle me disait combien de fois elle était heureuse. Ça, j'étais tellement content et autres. Et le lendemain, ses enfants étaient pressés. Papa, non, on va aller chercher maman. Et oh, il a dit, bon, allez, prenez le chauffeur. Allez chercher maman. Ils vont chercher maman. Ils arrivent aux environs de 15-16 heures. Moi, je suis encore au bureau en train de faire mes recherches parce que le dossier coronavirus, j'ai décidé de prendre le dossier à cœur. J'ai décidé de faire de ce combat mon combat. Donc, je fais des recherches hautes. Je l'appelle, maman, tu es bien rentré, tu as mangé. On m'a servi un peu de la nourriture, de la bouillie. Je ne vais pas prendre des trucs durs. Le médecin dit de ne pas prendre des trucs durs. Vers 19h, je l'appelle, dit, c'est pas sûr que j'entre parce que je vais faire tout, tu es veillé, fait toutes des recherches et autres. Est-ce que tu as mangé? Elle a mal. Donc, elle a appelé le docteur. Le docteur a prescrit un médicament que sa nièce, Priscilla, va chercher. Elle dit, ok, repose-toi, ça doit être l'effet des médicaments et autres. Donc vers 22h, je la rappelle, est-ce que ça va et autres. Elle dit, je vais charger. J'arrive directement à l'appartement. Maman, comment tu vas? J'ai des vertiges et autres. Je demande aux enfants comment ça va. Mais à la veille, aux environs de 22h, quand je l'appelle, elle se plaignait, elle se dit, ah, tes filles, elles ont recommencé, on collait pas l'âme. Elles ne sont pas en train de s'insulter, elles sont en train de se battre. Les enfants. Ah, passe-moi la plus petite. Je connais parmi les deux qui commence et qui aggrave. Très souvent, je connais mes enfants. Donc elle dit, passe-moi la plus petite. Si je ne la menace pas, elle est capable de mettre toute la maison à sac. Elle a un caractère et au très dur. Il y a des moments quand tu viens, même quand je lui parle, elle dit, si tu veux, il faut me tuer. Ah ouais. Ça, c'est ma fille, ça. Ça, c'est mon portrait caché. Donc la seule personne qui la maîtrise, c'est bel et bien moi. Donc je la ménage. Je lui dis, dès que j'arrive demain, je te frappe. Et c'est la seule chose qui peut l'intimider et elle peut arrêter. Donc quand j'arrive, je dis à maman, et Métis, elle est dans le chemin, elle me fait signe qu'il faut aller doucement. Elle dit non. Donc il la donne 2 coups et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc maman me suit, ma femme marche, elle n'a pas de problème, mais elle marche, elle me suit doucement et autant, elle rit, elle dit, il faut la laisser, Camille. Donc je dis, bon, tu as la chance parce que grâce à ta maman, malgré qu'elle est malade, elle est venue te sauver de mes mains. Ça veut dire que tu dois t'occuper de maman et autres. Donc, on retourne dans la chambre, je fais les exercices de ma fille qui a mal au pied parce qu'elle a eu joué au basket, donc elle a eu mal. Comme elle n'est pas grande de taille, je lui ai dit joue au basket pour grandir. Donc je fais son exercice au niveau de son pied en mettant les vidéos YouTube. Je lui montre comment aller sur YouTube, comment faire les exercices et autres. Et puis quand je finis, moi je dois aller voir mon mécanicien qui est venu chercher la Range Rover parce qu'il y a un problème de freinage et autres. Donc je dis bon, moi je m'en vais, je vais revenir après. Autre, elle me dit mais tu peux pas partir comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut me laver. Elle a demandé que... Ouais, je la lave. De la laver. Demande à Kimi d'aller faire ça. Ah ouais, c'est ça l'époux aussi. Voilà, c'est là, elle me rappelle un verset biblique, elle me dit, mais depuis quand les enfants peuvent voir la nudité de leurs parents? Il dit, Allah, tu as raison. Maman, allons-y. Donc on va dans la douche, je mouille une serviette, tranquillement, je la fais asseoir sur un tabouret. Et je le suis tranquillement, je la taquine, elle me dit, ah, tu marches comme ta maman. Donc on se taquine en couple, tranquillement, ça ne dure même pas 5 minutes. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc je mouille l'eau, je la suis tranquillement. Je le suis, tout et tout. Elle me dit, je suis là, je le suis tranquillement et autres. Elle reporte sa robe blanche, comme un ange, tranquillement. On ressort de la douche, je dis, bon, je vais aller par la métier, puis je m'en vais. Donc pendant que je vais dans l'autre chambre, elle me suit tout doucement.
J'arrive, ma fille enfermée dans la douche. Tu fais quoi dans la douche? Mal à gronder. Pourquoi tu t'enfermes? Tu t'enfermes pourquoi? J'aime pas quand tu t'enfermes et autres. Parce qu'on est au 7e. Ouais. Imaginez peut-être ma fille pense à une pensée, papa m'a tapé, il m'aime pas. Ouais. Elle est dans la douche, elle se lance. Donc moi j'ai toujours ces gens de pensée hautes. Donc j'essaye d'être un peu dur. Et puis faisant des reproches hautes. Et puis maman s'approche de dehors et dit Camille, laisse-la, tu connais métier. Je t'ai dit je ne me porte pas bien. Viens t'occuper de moi. Donc quand je me retourne pour qu'on sorte de l'espace où nous étions, ma femme s'agrippe à moi. Elle commence à dire Camille. Puis c'est cool. Comme ça, simplement. Commence à faire comme une crise d'épilepsie, commence à se serrer les dents. J'ai dit, mais sa fille se met à crier automatiquement. J'ai dit, mais Tati, tu peux me faire ça? Tu es une prophétesse, qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de me faire quoi là? Donc je commence à appeler ma première fille qui hante, les servantes qui hantent. Elle commence à allaiter même le gardien qui est en bas et autres qui monte rapidement parce qu'il y a l'interphone pour appeler le gardien. Tout le monde monte, maman t'es fait une crise. Bon, le gardien vient, je veux pas qu'il voie tout, on ne sait pas, il peut pas, on ne sait pas. Donc je commence à lui parler, commence à serrer les dents. Donc j'essaie, le premier réflexe c'est qu'il faut au moins ouvrir sa bouche. Donc je prends mes doigts, j'ouvre sa bouche et on demande un peigne pour essayer de... Un bois, ils apportent d'abord les bois et eau. J'ai dit non, amenez-moi un truc, amenez un peigne, on bloque. Je commence à la taper. Maman, réveille-toi. Il commence à taper, c'est réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Donc on commence à prier, on met en même temps une vidéo de Dena Moena, un chant qu'elle aime bien, puis sur l'autre téléphone, je mets les premières mesures de secours, parce que je ne sais pas s'il faut appuyer comme ça, donc j'essaie de regarder un peu, puis suivre un peu les différentes procédures, souffler dans sa bouche, parce qu'à un moment donné, c'est comme si elle ne respire plus, il faut souffler dans sa bouche, et puis elle s'est reprise. Elle m'a dit, Camille, c'est bon. J'ai dit, non, c'est pas bon. On a enlevé le peigne, je mets mon doigt, elle dit, sur mon doigt. Elle dit, je t'ai dit, c'est bon, j'ai envie de me reposer. Camille, je vais bien. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Parce que comme on essaie de tirer un matelas qui est là, parce que c'était une chambre qu'on est en train d'aménager pour la chambre d'amis. Donc on essaie d'amener le matelas et autres. Oui. Pour essayer de la prendre parce qu'on a versé de l'eau et autres. Donc il fallait sur elle pour qu'elle se réveille et autres. Donc on essaie de la faire coucher sur le matelas et autres. En essayant de la prendre tout doucement. On n'a même pas encore commencé même à la porter qu'elle reprend la deuxième crise encore. Commence cette fois-ci à serrer ses dents. J'ouvre, elle me mord la main. Je suis obligé d'ouvrir. Donc, en tant qu'elle faisait la première crise, on a demandé à quelqu'un de descendre pour s'il y a une clinique en bas pour essayer de voir. Il remonte. Là, mon mécanicien arrive. Son neveu arrive. Sa nièce arrive. Même pas 5 à 10 minutes et tout c'était là parce qu'ils n'habitent pas tellement loin. Et autres, donc, que disent les médecins? On dit, ah, la clinique dit, il n'y a pas de médecin. Donc, elle refait la deuxième crise. Ma fille est là. Sa nièce, la fille de sa grande soeur est là. Donc, on se dit, ça commence à devenir grave. Mais en temps, on est en contact avec le médecin. Oui. Le médecin dit, gardez-la en éveil. Donc, on tape maman ici, maman, réveille-toi. On la tape sur son épaule, maman, réveille-toi. Et arrivé à un certain moment donné, c'est comme si au niveau de son œil gauche, on voit que la paupière qui est ici est en train de se remplir de sang. C'est là que j'ai dit à son neveu, ça devient grave. J'ai dit à mon mécanicien, descends, prépare la voiture, on s'en va. Que le médecin soit là ou pas, non pas. Donc avec son neveu, on la porte, on descend l'ascenseur, on est au 7e, il faut descendre au moins 1. La voiture est garée, on prend, on y va automatiquement. Arrivé à la clinique que nous voyons, on voit un panneau, on dit bon, ils nous disent non, que retourner là où elle a été opérée, on n'a pas le choix. On refait demi-tour, on appelle le médecin. La nièce nous dit, le médecin vient d'arriver. On dit, attendez-nous, on revient. Donc, même pas 2-3 minutes, on est là. On arrive, ils ne sont pas, ils disent, non, voulez-vous? Je dis, non, revenez automatiquement. Le médecin vient, il lui tape le truc, il me demande d'appuyer. J'appuie, il lui met une perfusion. Donc, son neveu, le fils à sa grande sœur reste derrière, il maintient la perfusion. Et puis on se suit, on tombe, on évite même des accidents. On va à Vicenne. Quand on arrive à Vicenne, je ne vois pas de brancadier qui nous attendent, rien. Donc moi, je m'approche, je dis au brancardier, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme est en train de mourir. Non, monsieur, calmez-vous. Ici, c'est pas comme ça. Donc il y a un autre médecin qui vient, prend le pouls, puis dit à l'autre médecin, mais il n'y a plus de pouls, pourquoi tu l'as amené ici? Donc mes filles qui étaient dans le véhicule du médecin,
commence à s'approcher. Je connais mes filles, si on les annonce comme ceci, elles vont commencer à crier, on peut les prendre en photo, les filmer, de dire rentrer à la maison. On va essayer de voir, mais là, tu n'en reviens pas. Tu as l'impression, je parle, mais tu as l'impression que c'est un rêve. Tu as l'impression que c'est un rêve. Tu te dis, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi tu m'humilies de cette manière? Moi qui prie pour des gens, moi qui me suis consacré, j'ai donné ma vie, j'ai donné ma jeunesse. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais m'expliquer? J'ai expliqué à mes fidèles que le moment. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi? On t'amène dans un bureau, on te dit, bon, monsieur, vraiment désolé. Comme ça. Comme ça, comme ça. Ta femme n'y est plus. Comme ça. Et le médecin, après un autre médecin qui t'appelle, on te demande, bon, si vous voulez voir le corps, bon, je me dis, bon, au moins, peut-être Dieu peut faire un dernier miracle pour moi. Donc, je m'approche d'elle, je commence à parler dans son oreille. Tatiana, reviens s'il te plaît. Tu pries, tu te couches, tu pleures, tu te mets sur elle, tu pries, et puis tu entends cette petite voix qui dit, laisse-la se reposer en paix. Là, c'est difficile. Devant les hommes, tu es obligé de garder un peu ta dignité. Quand tu reprends la voiture, on te dit là en même temps, monsieur, dans quelle mort vous voulez qu'on l'amène? La séance tenante, tu es déchiré. La mort n'est pas un jeu. La mort n'est pas un spectacle. La mort, c'est la mort. La mort, c'est la mort. Tu es dans la voiture, mais c'est comme si tu es en train de t'étouffer. Tu te mets à... Son neveu était dans la voiture, il me demande... Il te demande, maman, tu es obligé de lui dire que... Le médecin dit que c'est fini. Le premier réflexe, c'est d'appeler son frère avec qui je suis beaucoup en contact. Je ne pouvais même pas lui parler. Père, tu peux pas parler. Ce qui m'a le plus déchiré, c'est comme... C'est quand mon père m'a appelé. Parce que moi, j'ai jamais vu mon père pleurer. Pour la première fois. Il était déchiré. Hein. J'ai vu mon père pleurer, j'écoutais pleurer en sanglots. C'était... Oh Seigneur. Je peux continuer. Donc, mon frère, j'appelle mon frère Henri, qui est prophète aussi. Je n'arrive pas à parler, je lui dis c'est Tatiana, c'est Tatiana. Il commence, il se dit qu'est-ce qui se passe? Elle a eu un accident et autres. Donc, mon petit frère et moi, on est beaucoup attachés. Hein? Donc, lui, automatiquement, il est obligé de venir. En même temps, quand on arrive, il faut voir maintenant la lourde responsabilité de l'annoncer aux enfants. Et tous étaient confinés dans la chambre. Quand j'entre et regarde mon visage, elles ont compris automatiquement. Quand elles voient leur père, elles ont compris. Donc, les servantes ont compris. Le soir, certains de ses parents viennent s'enquérir des nouvelles et autres. Le soir, il y a des pasteurs automatiquement, notre cercle les plus proches. Parce que, avant même que je l'annonce même aux autres, hein, bizarrement, tout le monde était... Beaucoup de pasteurs m'appelaient directement. Parce que dans une clinique, il y a des fidèles, des pasteurs qui y travaillent. Donc l'information a commencé à partir 10 minutes seulement. Après, je reçois des appels d'IACO et autres. J'ai dit bon, il fallait automatiquement que nous, de façon officielle, sans même que vous ayez envie et autres, que la commission commence au moins à faire une annonce officielle pour éviter que ce soit ailleurs qu'on apprenne et autres. Donc il publie l'annonce. Le soir, il y a un conseil pastoral qui se tient en même temps. Le même samedi, des pasteurs étaient venus très affectés parce que beaucoup la connaissaient.
Elle n'a pas de problème avec les gens. Ils étaient très blessés, très en colère aussi parce que je se demande, mais attends, une opération, quelqu'un qui n'est pas souffrant tant que tel et autre, et puis 3 jours plus tard, la personne décède et autres. Camille, on pleure, mais on veut comprendre pourquoi on pleure. Il faut qu'on sache pourquoi on pleure. On ne peut pas pleurer parce qu'on pleure. Oui, la volonté de Dieu, mais Camille, on pleure, on veut comprendre pourquoi on pleure. Donc, il me demande d'expliquer, j'explique et autres. Il dit non, qu'il faut qu'on comprenne pourquoi on pleure. Donc, lundi, il faut que tu prennes tes responsabilités pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Il nous faut une autopsie.